Bonjour ou rebonjour d'ailleurs. L'appel a-t-il fait avancer les choses? L'appel entre Trump et Poutine, 2 heures hier. Faut-il croire au tournant si souvent annoncé? On écoute Vladimir Poutine. Nous sommes d'accord avec le président américain pour dire que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix. Un certain nombre de positions seront définies, telles que les principes de règlement et le calendrier d'un éventuel accord de paix. Ainsi, il y aura un cessez-le-feu si les accords pertinents sont atteints. Zelensky dit être prêt à étudier l'offre. On va en parler avec mes invités que je salue avec plaisir ce matin. Elisabeth Shepard-Selam, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes spécialiste défense et sécurité. Bonjour à vous Valérie Trierweiler, ravi également de vous retrouver. Vous êtes journaliste et vous êtes écrivaine. Bonjour Gilles Montrey. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate à l'ambassade de France à Moscou. Vous êtes auteur de Doux pouvoir, la démocratie directe au secours de la démocratie représentative chez Gallimard. Et Rafik Smati, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise et président du think tank Objectif France, auteur du Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, aux éditions Erol. Avant de vous entendre, direction Moscou, bonjour à vous Anissa El Jabri. Merci d'être en direct pour nous. Vous êtes correspondante de RFI à Moscou. Anissa, Poutine qui se dit prêt à discuter, est-ce une façon d'apaiser son homologue américain et de gagner du temps ? Alors c'est vrai, mais il y a quelque chose qu'on oublie aussi souvent dans cette affaire, c'est que ce type de posture, elles servent aussi la propagande d'aller en direction des opinions européennes, en direction des pays du Sud, dont on sait qu'ils s'impatientent sur l'issue de ce conflit. Et la propagande, ça compte encore pour l'opinion publique intérieure russe. Ça permet de dire: vous voyez, je suis en faveur des discussions de la paix. Ce n'est pas de ma faute si ça bloque. Alors, vous avez raison. Ce qui compte, Amélie, c'est vrai. Pour l'instant, le plus important, c'est la relation avec Donald Trump. C'est de lui donner en quelque sorte du grain à moudre, des effets qui permettent de dire que les choses avancent. Il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus profond à moyen terme, c'est que dans sa relation avec les États-Unis, ce que veut la Russie, c'est que le conflit en Ukraine, que sa résolution ne soit plus un préalable, mais devienne un dossier comme un autre, un dossier dont Donald Trump finirait par se lasser et il finirait par se concentrer, eh bien parce qu'il fait rêver les deux capitales et les deux chefs d'État, ces fameux deals, en tout cas sur le plan économique. Merci infiniment Anissa El Jabri. Encore une fois, précieux de vous entendre depuis Moscou. Merci et bon courage à vous. Faut-il y croire? Je me tourne vers l'ancien diplomate de l'ambassade de France à Moscou. Y croyez-vous ou retrouve-t-on un Poutine qui joue à imiter les pourparlers? On rejoue ce qu'on a déjà vécu il y a 10 jours. Très forte pression sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui du coup fait une déclaration pour dire mais écoutez, moi je suis pour le dialogue, et il trouve toujours d'ailleurs un nouveau format pour montrer qu'il y aurait un progrès formel. Donc la fois précédente c'était on reprend à Istanbul, cette fois-ci c'est nous allons transmettre les éléments d'un mémorandum pour un futur éventuel accord, donc c'est vous dire à quel point on y est, et donc évidemment pendant ce temps-là on gagne du temps sur le terrain. Ce n'est dans le fond que ce que Vladimir Poutine ne cesse de faire depuis 2014. Donald Trump est en train de le découvrir, c'est-à-dire qu'il le prend sur sa soi-disant bonne foi, il entend de Vladimir Poutine ses avancées, une fois de plus, purement formelles, en disant j'ouvre de nouveaux canaux, de nouveaux formats de négociation, mais on voit bien que pour l'instant, ce qu'il veut, c'est avancer sur le terrain. D'ailleurs, il l'a dit de manière explicite à Istanbul, puisqu'il a dit je veux maintenant l'intégralité des territoires des 4 oblasts. Donc, comme il ne les aura pas par la diplomatie, Zelensky l'a évidemment redit ce matin, il faut qu'il les obtienne par la force. Il s'est fait balader pendant 2 heures, Donald Trump ? Oui, tout à fait. Il a une certaine, j'ai envie de dire naïveté, mais c'est peut-être, bien évidemment, on a entendu les rumeurs, qui sera acquis à la cause russe, mais il se fait balader, pas simplement pendant 2 heures, mais depuis des semaines et des mois. Il a promis une paix, il comprend pas forcément la situation, mais surtout, il est assez naïf pour penser que Poutine est sérieux quand il dit qu'il va avancer, alors que, comme disait Gilles Montrey, très clairement, c'est assez très tragique pour le dire, mais il dit des choses sans qu'il y ait des actions derrière, et on sait très bien qu'il veut simplement avancer sur le terrain. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont 2 hommes
qui ne parlent pas la même langue, mais qui parlent le même langage à un moment donné. C'est-à-dire ce sont deux impérialistes, deux personnes qui n'ont absolument rien à faire des droits de l'homme, rien à faire de la démocratie, rien à faire de la parole donnée. Voilà, ça pour l'instant c'est la comparaison qu'on peut faire. Après vous avez un animal de sang chaud avec Trump, un animal de sang froid avec Poutine. Ça s'arrête là. Ce qu'ils veulent faire c'est du deal, mais au fond personne ne va tenir la parole. Donc déjà vous voyez Trump, il annonce avoir eu 2h30 quand on voit sa déclaration devant les roses de la Maison Blanche, alors que c'était 2 heures, et puis si on enlève le temps de traduction, etc., finalement ils ont 1 heure, et puis de quoi ont-ils parlé, on ne sait pas vraiment, mais vous le disiez, il y a tellement de circonvolutions de la part de Poutine, de si, d'éventuels, de conditionnels, que je pense aussi que c'est pour gagner du temps et après avoir été baladé. Mais, est-ce que Poutine, il n'a pas quand même besoin de Trump ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de lui, même s'il le balade, est-ce qu'il n'est pas un peu dépendant de lui ? Je vous propose cette phrase dans le Figaro, excellent article ce matin. Les experts militaires russes comme occidentaux s'accordent à dire que Moscou aura du mal à s'imposer par les armes. Malgré les avancées régulières mais lentes de l'armée russe, aucune percée majeure du genre qui pourrait forcer la décision ne semble à l'horizon à court ou moyen terme. Il n'y arrivera pas par les armes. Il aurait besoin de Trump pour y arriver par d'autres moyens diplomatiques, entre guillemets. Donc, en même temps, il est tenu aussi, Poutine ? Évidemment. En tous les cas, il y a quelque chose que je partage avec tous les intervenants sur le plateau, c'est qu'évidemment, il faut faire aucune confiance en la parole de Vladimir Poutine par principe. Le passé l'a montré. C'est quelqu'un qui est aussi joueur d'échecs que espiègle et machiavélique. Donc, ce qu'il dit ne doit pas le prendre pour argent comptant. En revanche, ce que je note, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, une évolution dans le débat. Plus personne ne parle de victoire. On parle de paix maintenant. C'est un changement sémantique qui, malgré tout, a son sens. Vladimir Poutine annonçait il y a quelques mois ou quelques semaines qu'il voulait une victoire totale. Maintenant, il accepte le mot de compromis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là où Donald Trump rentre en scène. C'est que, en disant tout cela, évidemment, Vladimir Poutine envoie des gages de confiance à Donald Trump. Mais Donald Trump, qui a le sang chaud, comme vous l'avez dit, est quelqu'un, s'il se sent trahi, s'il se sent mis en porte-à-faux dans son opinion publique, voire pire, s'il se sent humilié, peut réagir de manière complètement opposée à ce qu'on a pu penser qu'il aurait pu faire en étant conciliant vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est la raison pour laquelle je pense que le jeu qui se met en place entre les Européens qui sont extrêmement fermes, où on parle de sanctions, où on parle pas de négociations, etc., entre Donald Trump qui tend la main et Vladimir Poutine qui joue un jeu, s'il joue trop, Vladimir Poutine, je crains que le bloc occidental, enfin je crains, on peut le voir dans les deux sens. Le bloc occidental peut se ressouder autour des États-Unis et mettre clairement Vladimir Poutine en situation de minorité dans l'opinion internationale. On va continuer de voir justement ce qui peut se passer du côté des États-Unis. Le sentiment de tournant est-il celui qui prédomine après ce coup de fil hier et Trump a-t-il la sensation d'avoir frappé un grand coup ? Regardez ce que nous dit Mathieu Derrien, qui est notre correspondant à Washington. C'était la 3e fois cette année que Donald Trump et Vladimir Poutine se parlaient au téléphone. Et le président américain a toujours affirmé que ce genre de contact direct avec son homologue russe était la clé de la résolution du conflit ukrainien. Mais après cet appel, on a quand même le sentiment d'être un peu de retour à la case départ. Vladimir Poutine ne s'est toujours pas engagé à un cessez-le-feu en Ukraine. Il n'est toujours question que de négociations. Bref, pas grand-chose de neuf, pas grand-chose en tout cas que la Maison-Blanche puisse présenter comme une vraie victoire. Même Donald Trump, qui d'habitude montre toujours beaucoup de patience à l'égard de Vladimir Poutine, commence à trouver le temps long. Quelques heures après cet appel, devant la presse américaine, il a déclaré, je cite, « Cette guerre n'est pas la nôtre » et il a affirmé que si rien n'avançait dans les négociations, eh bien, l'Ukraine et la Russie devraient continuer sans lui. Merci beaucoup Mathieu Derrien. Gilles Montré, est-ce qu'en effet, il y a de la lassitude côté Trump ? C'est-à-dire qu'il y a eu des effets de communication ces dernières semaines pour dire, bon, cette fois-ci, moi, je vais quitter la table. Mais là, est-ce que vous ressentez un vrai sentiment de lassitude ? Et la grande question étant de savoir combien de temps Trump, selon vous, gardera sa patience face à Poutine ? Je pense qu'il y a surtout une absence de volonté sérieuse des Américains d'arriver à un règlement de ce conflit. On a très bien vu, il y a 10 jours, lorsque les 4 chefs d'État européens sont venus à Kiev. Ils ont parlé avec Donald Trump. Ils ont laissé dire que Trump les soutenait dans l'idée que s'il n'y avait pas de cessez-le-feu lundi, il y aurait des sanctions massives. On a vu le résultat. On a vu Vladimir Poutine convoquer une conférence de presse en toute urgence à 2h du matin, acculé. Donc on voit bien qu'il y a un angle là. On voit bien que si aujourd'hui les Américains réaffirmaient qu'en l'absence de cessez-le-feu, il y aurait des sanctions massives,
ça aurait un effet immédiat. Mais ils ne le font pas. Parce que Donald Trump, dans le fond, n'est pas prêt à aller au bras de fer avec Vladimir Poutine. Parce que ce n'est qu'un de ces sujets parmi des dizaines d'autres, et même pas le plus important, et que même dans sa relation avec la Russie, d'autres sujets le préoccupent plus sur des questions de business. On vient de voir sa tournée au Proche-Orient, où on a un peu parlé en marge de Gaza, mais on a beaucoup parlé de data center, d'investissements à trillions de dollars aux États-Unis, etc. Et donc, on a envie de renvoyer Donald Trump et devant sa propre inaptitude à régler le conflit. C'est très facile de dire qu'il se lasse. En fait, dire qu'il se lasse, c'est dire que dans le fond, il n'est pas sérieux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ce sont deux impérialistes. Au fond, Trump comprend que Poutine ait envie d'augmenter son territoire, de garder cette partie conquise de l'Ukraine, les 20%. Même la Crimée, il l'a dit, oui, au fond, la Crimée, ça n'a pas d'importance. Lui veut obtenir le Groenland d'une manière ou d'une autre. Donc que Poutine veuille une partie de l'Ukraine, ça ne le dérange pas, Zelensky le sait bien, là, il a demandé à ce qu'aucune décision ne soit prise sans l'avis des Ukrainiens, parce que c'est ça qui se joue aujourd'hui, c'est que les choses se règlent sans eux. Juste pour revenir à cette question de commerce, et je rejoins ce que disait Gilles, on le voit dans son poste juste après l'appel. Si on regarde bien son poste sur Truth Social, juste après l'appel, on voit le mot commerce, encore une fois. À chaque fois, ce qui l'intéresse avec les Russes, c'est de l'argent, c'est du business. C'est pas du tout de mettre à dos Poutine, ce qui pourrait, lui, à mon avis, personnellement, parce qu'on parle souvent de ces sociétés, y compris au Moyen-Orient, ça pourrait, lui, être négatif au niveau du business, ce qui l'inquiète le plus. Si vraiment il voulait mettre au mur Poutine, il y a la possibilité. Il y a un paquet de sanctions qui sont aujourd'hui en train d'être débattu par le Congrès. Donc il a le soutien en interne. Il ne faut pas penser qu'en politique interne, il a le soutien pour être pro-russe. Il y a encore un sondage qui est sorti dans les médias américains pour dire que les Américains pensent en majorité qu'effectivement Poutine ne lâche rien et qu'il faut aller plus loin dans le bras de fer avec lui. Mais autre déclaration de Trump cette nuit, il parle de guerre d'ego. Regardez. Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre. Je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Bon, on a commenté le « c'est pas ma guerre » et la lassitude, la guerre d'ego. Ça veut dire quoi de considérer que cette guerre, c'est une guerre d'ego dans le fond? Et est-ce que vous pensez qu'il a raison? D'abord, c'est très fréquent, on accuse toujours les autres de ses propres turpitudes, donc évidemment Donald Trump est bien placé pour le savoir. Non, je crois que malheureusement, de ce point de vue-là, Donald Trump et Vladimir Poutine jouent le même jeu, c'est-à-dire continuer à prétendre à tout prix dans le discours qu'il cherche la paix. Plus on parle de paix, moins on la fait. Et donc Donald Trump en parle toute la journée, je suis pour la paix, je suis pour la paix. Vladimir Poutine a embrayé, a vu que ça fonctionnait, effectivement. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il est sur cette rhétorique-là aussi. Je suis un homme de paix, c'est Zelensky l'homme de guerre, donc on a une convergence là de ces discours. Et dans le fond, pour de plus en plus aller vers probablement une option qui est de dire, là où la paix était un préalable aux accords commerciaux d'investissement qu'il pourrait y avoir entre ces deux puissances, petit à petit, on s'achemine vers l'idée que ça pourrait être en parallèle. Et vous allez voir que bientôt, on va même sortir l'idée que ça va permettre la paix, parce que justement, on va recréer des liens avec la Russie, et c'est le doux commerce qui va nous permettre d'aller vers la paix. Je le vois venir d'ici quelques semaines. Quand il dit qu'il a dépensé des milliers de centaines de dollars, des centaines de milliers de dollars, c'était pour qui? C'était pour l'Ukraine. S'il arrête aujourd'hui, c'est fini pour l'Ukraine. Donc effectivement, Poutine a intérêt finalement à ce que les Américains cessent de se mêler de cette histoire. C'est tout son intérêt. Donc je pense qu'il va aller vraiment très très doucement dans l'idée de négociation, très doucement. Oui, pour gagner du temps, comme on disait. Sur la question de la paix et du commerce, j'ai une lecture un petit peu différente. On peut se dire que l'intérêt de Donald Trump, c'est de pouvoir faire du business avec la Russie. Je crois qu'il faut voir les choses de manière un petit peu plus systémique. La réalité est que ce conflit a coûté à la croissance mondiale environ 1 point de croissance. Et tout ce que dit Donald Trump, et de ce point de vue-là, on peut comprendre sa démarche. On est dans une période quand même extraordinaire, possiblement à l'aube d'un nouvel âge d'or de l'humanité porté par la révolution technologique, par le commerce mondial, etc. Et tout ce qui peut entraver
l'avènement de cette nouvelle âge d'or, de cette nouvelle renaissance, est de nature, doit être contrecarré. Et ça explique tout. Ça explique la position de Donald Trump au Moyen-Orient, ça l'explique en Ukraine. Fondamentalement, il n'en a rien à cirer de l'Ukraine, Donald Trump. Et il n'en a rien à cirer de la Russie non plus. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit dans un contexte où la seule question qui se pose au niveau planétaire, c'est comment on peut embrasser cette révolution technologique pour faire du business. C'est la seule question. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand il parle de vouloir faire la paix, je pense qu'il est sincère. Mais pas la paix pour être bien avec l'Ukraine ou pour le bien-être de telle ou telle population. Non, la paix pour que nous soyons dans un environnement calme, mondial, planétaire, pour faire du business. Alors, on ne s'est pas encore demandé comment réagissait l'Ukraine. Que se dit-il du côté de l'Ukraine à l'issue de ces 2 heures de coup de téléphone et avec une histoire racontée selon laquelle on serait à l'heure d'un tournant quasiment diplomatique dans la guerre? On écoute Volodymyr Zelensky. Personne ne retirera nos troupes de nos territoires. C'est mon devoir constitutionnel. Le devoir de notre armée de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Oui, il y a des territoires occupés, temporairement, à cause de l'agression d'un immense pays. Mais nous n'accepterons pas d'ultimatum. Nous n'abandonnerons pas notre terre, nos territoires, notre peuple et nos maisons. Alors, Zelensky dit n'avoir pas de détails sur un éventuel mémorandum, mais il se dit prêt à étudier l'offre. Ceci dit, la déclaration, elle ressemble à une fin de non-recevoir de la part de Zelensky, là. Non ? Non, il est prêt à étudier l'offre qu'on va lui faire. On sait bien qu'il y a un certain nombre de points qui sont sur la table. Il y avait déjà le plan américain, il y avait les points qui avaient été laissés en suspens en 2022 à Istanbul. Donc on sait à peu près sur quoi ça porte. Or là, il y a une position, déjà que la position russe était maximaliste, vous vous souvenez, à Istanbul, et maintenant, ils jouent encore plus loin. D'ailleurs, ils sont arrivés à Istanbul, vous disiez, en disant on ne reprend pas du tout. On repart d'Istanbul, mais avec la nouvelle réalité du terrain. Nous avons conquis du terrain. Donc ils arrivent en disant maintenant on veut l'intégralité des 4 oblasts. Donc c'est ça la réaction de Zelensky, c'est de dire. Donc c'est une fin de non-recevoir. Oui. Sur ce point-là. Oui, bien sûr. Sur ce point-là. Mais c'est un point majeur. Donc on a envie de se dire s'il dit non à ça, en fait, ça veut dire qu'on dit non à tout. Je ne sais pas si c'est un point majeur, parce que je ne pense pas que les Russes puissent sincèrement penser qu'un règlement leur donnera le contrôle de territoire qu'ils ne contrôlent pas. Tout le monde sait que ça n'existe pas dans aucune négociation internationale. Donc simplement, c'est la preuve qu'il y a une rhétorique russe pour dire on veut la paix, mais en fait on la veut pas, on fait des positions maximalistes, et puis si jamais on arrive vraiment dans une négociation de paix, eh bien on se rabattra sur ce que sont les attentes réalistes. Je vais poser une question différente. Quand il se dit prêt à étudier l'offre des Russes, pour dire les choses un peu cash, c'est du bluff là aussi? Est-ce que vous dites, mais non, mais bien sûr qu'il n'étudiera pas le mémorandum russe, et il le dit pour dire que oui, il tente tout lui aussi de son côté pour faire avancer les choses? Non, je crois que c'est non. Je crois qu'il regardera effectivement le mémorandum russe, parce que il y avait eu en 2022 toute une série de négociations. C'est quand même des gens qui se connaissent extrêement bien des deux côtés, mais les Ukrainiens et les Russes. Les Ukrainiens disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas signé le document de 2022. Non, bien sûr, non. Mais ils l'ont considéré. Il y avait eu en 2022 4 réunions à niveau d'experts, puis des réunions à Istanbul. Donc les Ukrainiens sont prêts à négocier, ils l'ont montré, et ils le seront aujourd'hui. Donc ils examineront le document. Ils n'ont rien signé, et ils n'ont jamais accepté les demandes exorbitantes de la Russie. Simplement, s'il n'y a pas de pression extérieure sur la Russie, on sait très bien qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine veut avancer. Et Zelensky est le premier à le savoir, donc il regardera. Mais si, en parallèle, Américains et Européens ne se coordonnent pas sur une action sur la Russie, c'est effectivement une perte de temps. Ça, on y viendra juste après. Mais pour conclure peut-être là-dessus, est-ce que vous croyez que Zelensky va effectivement se lancer dans cette entreprise? Ou est-ce qu'on est dans une com de géopolitique Non, je pense qu'il se doit à la fois à son pays, mais aussi par rapport aux États-Unis, parce qu'ils ont besoin des États-Unis. Ils ont besoin des États-Unis pour les renseignements, notamment. Il va le considérer. Est-ce que ça veut dire qu'il va accepter ces positions maximalistes de la Russie? Non. Et je ne peux pas croire que les Américains le croient aussi, parce qu'on a même entendu J.D. Vance, qu'on ne va pas accuser d'être pro-ukrainien, dire les Russes demandent un peu beaucoup trop. Aujourd'hui, les Russes demandent trop, notamment cette question de se retirer des territoires qui appartiennent, donc qui sont souverains de l'Ukraine, pour ne pas justement arriver à une véritable paix. Allez, c'est